À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Quelques heures après la rencontre au sommet entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, on tente de mieux comprendre ce qui s'est dit dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et oui, effectivement, Ilana, il faut d'abord souligner que cette rencontre a été enveloppée d'un voile de secret. Benjamin Netanyahou est entré, vous le savez, très discrètement, presque en catimini à la Maison-Blanche. Les journalistes et les médias n'ont pas eu d'accès au bureau ovale et n'ont pas pu poser de questions, car il n'y a pas eu ni de point de presse, ni de déclaration commune. Mais il n'empêche que cette rencontre a duré près de 3 heures, presque le double du temps qui lui avait été imparti à l'origine, ce qui lui donne tout de même une importance particulière. Et puis, ce matin, la présidence du Conseil à Jérusalem a publié un communiqué cette nuit, à vrai dire. Oui, effectivement. Et dans ce communiqué, le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme qu'il a défendu les intérêts sécuritaires de l'État d'Israël lors de sa rencontre avec le président Trump. Nous avons convenu de poursuivre l'étroite coordination entre nous. De son côté, le président américain a déclaré sur son réseau social Truth que sa rencontre avec M. Netanyahou avait été très bonne. Nous n'avons pas conclu la moindre chose, mais j'ai insisté, sur la nécessité de persévérer sur la voie de la négociation afin de vérifier s'il est possible de parvenir à un accord avec les Iraniens. Trump a souligné qu'il avait expliqué à Netanyahou que pour lui l'option d'un accord était prioritaire. Les observateurs israéliens estiment que l'attitude du président Trump est soit une posture de diversion, soit le résultat de l'influence grandissante du tandem Kushner-Witkoff auprès du président, un tandem qui veut accorder la priorité au mercantilisme américain et à des accords commerciaux majeurs, en particulier avec des pays comme l'Arabie Saoudite qui ne veulent pas de confrontation avec Téhéran. En marge, le Wall Street Journal a révélé dans la nuit, Daniel, que le Pentagone avait donné l'ordre d'envoyer vers le Golfe Persique un second porte-avions, et ce, en perspective d'une possible opération militaire. Oui, auparavant, l'Iran a déclaré qu'elle étudiait les propositions américaines faites dans le cadre des négociations. Les propositions ont été remises par les médiateurs du Sultanat d'Oman et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré que son pays préférait la voie de la négociation. Selon lui, un accord est possible, mais uniquement s'il est correct et équilibré. Nous n'aurons pas honte de défendre notre souveraineté, a-t-il déclaré. Cependant, côté iranien, on affirme également qu'il ne sera pas question de négocier sur le dossier des missiles balistiques. À Téhéran, on parle ce matin d'échec de la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Les Israéliens ont échoué dans leurs efforts à entraîner les États-Unis dans une guerre, affirment ce matin les médias officiels iraniens. Il faut également préciser qu'hier, lors des manifestations à Téhéran marquant le 47e anniversaire de la révolution islamiste, des cercueils montrant des généraux américains comme le commandant de la CENTCOM, Brad Cooper, ont été portés, ce qui n'a certainement pas plu au président Trump. Et puis avant sa rencontre avec le président Trump, Benjamin Netanyahou a signé l'adhésion d'Israël au fameux Conseil de la paix du président américain. Oui, effectivement, cette signature s'est tenue à la Blair House dans le cadre d'une rencontre entre le Premier ministre israélien et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Elle vise à consolider les structures visant à préparer l'après-Gaza, la seconde phase du plan Trump. Au cours de la rencontre, il a été question de l'Iran, mais aussi donc de la situation dans la bande de Gaza, et le Premier ministre israélien a voulu obtenir des clarifications sur certaines déclarations américaines selon lesquelles les États-Unis pourraient se contenter de réclamer le désarmement des armes lourdes du Hamas dans la bande de Gaza, mais pas des fusils mitrailleurs personnels détenus par les terroristes du Hamas. Le reste de l'actualité, c'est le président de l'État d'Israël qui a poursuivi hier sa visite officielle en Australie. Oui, hier, le président Herzog s'est entretenu avec la gouverneure générale Sarah Moustin, le gouverneur de l'Australie, et avec le Premier ministre Anthony Albanese. Il a exprimé sa douleur et son amour pour la communauté juive australienne qu'il a rencontrée pendant de longues heures et qu'il a très chaleureusement accueillie. Une communauté marquée par le terrible attentat de Sydney. Le président Herzog a également affirmé que sa visite se voulait être le symbole de la proximité ou du rapprochement entre les peuples israéliens et australiens. Enfin, dans le secteur arabe israélien, les crimes et règlements de compte se poursuivent à un rythme effrayant, Daniel. Oui, effectivement, 12 heures, 4 Arabes israéliens ont été assassinés. Le dernier est un homme d'une 50aine d'années, assassiné à Lod. Les autres assassinats se sont produits à Yarka, en Galilée, et à Rahat, la principale ville bédouine d'Israël. Et c'est ainsi que, selon les données de la police, depuis le début de l'année 2026, c'est-à-dire en 43 jours, 43 Arabes israéliens ont été assassinés, soit un par jour, ce qui est effectivement effrayant.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus doux et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures 17 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 21 à Tel Aviv, à Netanya et à Ashdod, 20 à Haïfa, 24 à la mer Morte et 25 à Eilat. Eh bien, quelques heures après cette rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous pour tenter de décrypter, on va dire à chaud vraiment cette rencontre. Alors, le sentiment qui se dégage, en tout cas celui qu'on a ici à Jérusalem, c'est que Donald Trump continue, en tout cas fait passer le message de dire nous préférons la voie de la négociation à la voie d'une opération militaire. C'est également, on va dire, le reflet lorsque l'on est aux États-Unis. Oui, complètement. C'est exactement ce qui ressort ici lorsqu'on regarde la presse. C'est clairement le message qui a été délivré par Donald Trump. Avec, je pense que c'est important de le rappeler, il y a toujours peut-être une part de bluff. Il n'est pas possible de complètement l'exclure. Mais on va dire que si on prend vraiment Trump au mot, c'est clairement une volonté aujourd'hui de donner une chance à la négociation. Et ça a été clairement un message qui a été envoyé à la fois au Premier ministre israélien Netanyahou, aussi aux Iraniens et aussi, ce qui est important, aux alliés de Trump dans la région, les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Il y a clairement une volonté de donner une chance à la négociation. Et dans le même temps, vous avez évidemment toujours l'envoi d'armes massives et l'armada américaine. Donc c'est clairement pour dire aux Iraniens, je veux donner une chance à la négociation, mais pas à n'importe quel prix. Venez à la table de négociation, concluons un deal. C'est clairement ce que je veux, mais encore une fois, pas à n'importe quel prix. Donc, par exemple, l'annonce de l'envoi d'un nouveau porte-avions dans la région, c'est une volonté de ménager la chèvre et le chou, de dire le bâton et la carotte pour les Iraniens. C'est toujours la fameuse vision de Trump, qui n'est pas d'ailleurs dénuée de fondement. C'est vraiment la paix par la force, c'est-à-dire que je montre les muscles, vraiment j'intimide mon interlocuteur, mon adversaire en l'occurrence, pour le forcer à venir à la table de négociation. Donc ça, on va dire que c'est la carotte, c'est le bâton, pardon. Et puis la carotte, ce sont les propos publics tenus aujourd'hui de dire, regardez publiquement, j'ai dit au Premier ministre israélien que j'entendais donner une chance à la négociation. Comme ça, les Iraniens peuvent aussi entendre le message qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire que peut-être il y a une porte de sortie qui pourrait satisfaire tout le monde. Donc clairement, vous avez les deux en même temps. Donc pour le coup, Trump ménage, comme vous le dites, la chèvre et le chou, la carotte et le bâton. Alors, on hésite effectivement de savoir qui a le plus d'influence, on va dire, aux États-Unis face à Donald Trump. On peut parler de plusieurs courants, hein. Il y a les isolationnistes, il y a Witkoff et Kouchner, et il y a, on va dire, l'approche de Benjamin Netanyahou. On avait le sentiment plusieurs fois lors des précédentes rencontres que Benjamin Netanyahou était parvenu à convaincre Donald Trump, par exemple, de la nécessité d'une opération quand il fallait bombarder Fordow en juin dernier. Là, c'est pas le cas. C'est peut-être une déception pour le Premier ministre israélien, ou alors où il y a quelque chose qui a changé. Quels sont les paramètres qui ont changé? Est-ce que c'est on va dire, par exemple, le couple Witkoff-Kouchner prend plus d'importance, le poids de l'Arabie saoudite qu'ils portent sur leurs épaules, c'est ce qui a changé par rapport à ce qui s'est passé en juin dernier, peut-être? Oui, alors en fait, vous avez vraiment trois tendances, comme vous le dites. Vous avez l'aile, je dirais, traditionnellement pro-israélienne et interventionniste. On va dire l'aile, Marco Rubio, Mike Huckabee, qui est plutôt éventuellement aller pour un changement de régime, l'aile pro-Israël traditionnelle, sur laquelle le Premier ministre israélien Netanyahou s'appuie, et qui, c'est vrai, a eu les faveurs, on va dire, de Donald Trump pendant assez longtemps. Vous avez l'aile la plus isolationniste, MAGA, qui vraiment ne veut pas d'intervention à l'extérieur, y compris en Israël, donc pas de ce qu'on appelle boots on the ground, pas de troupes à l'étranger. C'est aussi l'aile isolationniste qui veut couper l'aide à Israël, comme à tous les autres pays. Et puis vous avez effectivement l'aile, on va dire, mercantile, qui veut faire des affaires, et qui, clairement, est plus sensible aujourd'hui aux arguments des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Arabie saoudite qu'aux arguments d'Israël. Et c'est l'aile
Kushner-Witkoff, qui fait des affaires avec ces pays. Il faut savoir que le fonds d'investissement de Jared Kushner, le gendre de Trump, dépend complètement des pays du Golfe et pas du tout, on va dire, de l'argent israélien qui est très très mineur. Et donc, c'est vrai que vous avez aujourd'hui cette aile qui a plutôt de l'influence. Et pourquoi elle a plus d'influence aujourd'hui qu'au mois de juin? Parce que vous avez aujourd'hui une situation économique aux États-Unis qui se complique un petit peu. Vous avez une popularité de Donald Trump, notamment auprès de sa base, qui est en train de chuter fortement. Et sa base, elle est aussi extrêmement sensible à ce qui se passe avec l'affaire Epstein. Et donc, il n'a pas envie encore de la froisser nécessairement avec une intervention à l'extérieur. Et puis l'aide, on va dire, l'aile mercantile, elle pousse plutôt Trump à faire un accord. Pourquoi? Parce qu'elle convainc Trump aujourd'hui qu'une intervention militaire, ça pourrait conduire à une hausse des prix du pétrole et donc à dégrader encore la situation économique des Américains, notamment avec l'inflation. Donc quand vous avez d'un côté l'inflation, quand vous avez de l'autre l'affaire Epstein qui dégrade la popularité de Trump auprès de l'aile MAGA la plus isolationniste, c'est ce qui fait que Trump est plus sensible à ces arguments qu'à l'aile, je dirais, traditionnelle comme Rubio-Huckabee, et donc l'aile sur laquelle s'appuie Netanyahou. Donc, c'est vrai que Netanyahou a plus de mal aujourd'hui à faire valoir ses arguments parce que le contexte de politique intérieure pour Trump a profondément changé depuis le mois de juin. Alors, mettons-nous à la place, on va dire, de l'opposition iranienne, de ces dizaines de milliers d'Iraniens qui sont descendus dans les rues, quelques heures après que Donald Trump ait dit l'aide américaine est en route. C'est-à-dire, que doivent-ils ressentir? Comment on explique? C'est-à-dire, parce que c'est vrai que Trump est imprévisible, c'est vrai il est capable de dire une chose sans le contraire, mais là, c'est véritablement, il y a une dissonance totale. Comment on peut accepter que le président américain revienne sur sa parole sur un sujet aussi dramatique? Comment c'est perçu aux États-Unis, ça? On peut même parler de trahison. Je vais vous dire, peut-être que ça choque moins aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'opinion américaine, elle est habituée, je dirais, au changement de pied permanent de Donald Trump. Mais c'est vrai que dans la sphère internationale, dans la sphère diplomatique, c'est quelque chose finalement auquel on est moins habitué. Les chancelleries occidentales sont moins habituées à ça parce que vous avez la parole du président des États-Unis. Normalement, peu importe qu'il soit républicain ou démocrate, lorsqu'il s'engage, lorsqu'il tient un propos public aussi fort en disant l'aide américaine is on its way, arrive, vous avez tendance à le croire. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est une perte de crédibilité de la parole publique américaine, mais qui, encore une fois, surprend moins ici aux États-Unis parce que clairement, Donald Trump, il a été surpris en flagrant délit de mensonge à de nombreuses reprises. Et donc aujourd'hui, il n'est pas vraiment digne de confiance auprès de l'opinion publique américaine qui, j'insiste, est sans doute moins surprise aujourd'hui que sans doute l'opinion internationale parce que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la parole américaine. Et puis, c'est vrai que c'est particulièrement troublant. Et c'est vrai qu'on ne peut que penser aux manifestants iraniens, à ce peuple absolument héroïque qui s'est vu absolument lâché par Donald Trump. Pourquoi? Parce que sans doute Donald Trump a eu peur non pas d'envoyer ses troupes, mais il a eu peur sans doute d'une intervention longue qui, pour les raisons que j'ai dit avant, finalement, il s'est dit j'ai plus à perdre qu'à gagner et donc je préfère, je dirais, renier ma parole pour peut-être aller vers un deal que de mettre en péril ma base qui aujourd'hui est en train de me lâcher. Donc c'est vrai que mais c'est absolument terrible par rapport aux manifestants iraniens et par rapport, et j'insiste, à la crédibilité américaine. Et cette crédibilité américaine, c'est aussi un problème pour Israël parce que lorsque son principal allié cesse d'être digne de confiance, c'est aussi un problème pour un pays comme Israël. Effectivement, et surtout après les propos d'il y a même pas 24 heures de J.D. Vance qui lui-même a dit aux manifestants iraniens, si vous voulez la liberté, bien débrouillez-vous. C'est exactement ça. Mais c'est peu surprenant. Pourquoi? Parce que J.D. Vance, c'est l'aile, et c'est l'héritier plutôt de l'aile MAGA, l'aile, on va dire, la plus isolationniste. Ce qui d'ailleurs, c'est pas le sujet là, mais c'est clairement, ça posera un problème demain à Israël si J.D. Vance est le successeur de Donald Trump, parce que là, on sera clairement avec l'aile isolationniste au pouvoir, mais ça n'est pas étonnant connaissant J.D. Vance. J.D. Vance ne s'intéresse pas à la démocratie, aux droits des manifestants, notamment en Iran. Donc, c'est absolument pas étonnant qu'il ait tenu ces propos. Il faut reconnaître une chose à J.D. Vance, il dit ce qu'il pense, il l'avait dit aux Européens, il le dit aux Iraniens maintenant. Alors, l'un des objectifs aussi de la visite de Benjamin Netanyahou, c'était d'essayer peut-être de convaincre Donald Trump de lui donner un feu vert pour une opération israélienne qui serait pas obligatoirement dépendante des Américains. Vous ne pensez pas qu'il a obtenu? Vous savez, Donald Trump, il a son allié israélien, mais il est aussi, on l'a dit, très sensible à ce que disent les Saoudiens, à ce que disent les Émiratis ou les Qataris. Or, il y a clairement une pression aujourd'hui de la part de ces pays pour qu'il n'y ait pas d'intervention tout court. Donc, est-ce que Netanyahou prendra le risque
un petit peu comme il l'avait fait en juin, même si c'était quand même coordonné avec les États-Unis, mais d'une certaine façon de mettre les États-Unis devant le fait accompli, en disant je vais faire une opération qui aura tellement de succès que Donald Trump viendra au secours de la victoire. Mais là, c'est sans doute extrêmement risqué pour lui de faire ça, parce que vous avez notamment à la Maison-Blanche des gens qui mettent en garde contre toute intervention, y compris israélienne, y compris unilatérale, et notamment les Kushner, les Witkoff, mais aussi l'El Maga. Et pour cela, il est fort possible que Netanyahou n'osera pas se mettre à dos Donald Trump. Il a suffisamment flatté Donald Trump, qui a fait plein de gestes pour Israël. En ce sens, d'une certaine façon, c'est compliqué pour Benjamin Netanyahou d'aller contre les désirata de Donald Trump, y compris sur une frappe unilatérale. Maintenant, j'insiste sur un point. Peut-être que c'est un énorme bluff, et peut-être aussi à la fois américano-israélien, ou peut-être que Netanyahou, finalement, il y a peut-être une mise en scène de ce désaccord israélo-américain qui permettra à Israël d'intervenir avec une espèce de soutien tacite américain. Je pense qu'il faut être extrêmement modeste, extrêmement prudent. Il y a des choses qui se jouent en coulisses dont nous n'avons strictement aucune idée. Non, c'est-à-dire, est-ce que c'est envisageable vraiment que on déplace tellement de forces dans la région, de porte-avions, leur armada, pour ne pas aller au bout du compte vers une opération militaire? Encore une fois, si, d'une certaine façon, s'il y a une intervention, on sera surpris, après tous les messages envoyés par Trump, mais s'il n'y a pas d'intervention, on sera surpris à cause, effectivement, des investissements colossaux qui ont été faits avec cette armada. Et d'une certaine façon, ça fait partie du côté imprévisible, mais une volonté d'être imprévisible de la part de Donald Trump pour laisser tout le monde en instabilité. Donc il y a effectivement les messages oraux, vous avez les messages visuels qui, eux, sont clairement portent vers une intervention. C'est vrai qu'on est un peu perdu, mais encore une fois, d'un point de vue politique, on va plutôt, je dirais, vers une volonté d'apaisement et de trouver un accord. Maintenant, la question, et c'est sans doute effectivement ce qui s'est décidé aujourd'hui, ce qui est discuté, quelles sont les lignes rouges que Netanyahou a sans doute voulu expliquer à Trump en disant « Ok, si vous allez vers un accord, ne signez pas n'importe quoi parce qu'il y a vraiment des choses qui sont des intangibles et on ne sait pas encore une fois ce qui s'est dit. » Alors, une dernière question. Est-ce qu'on peut projeter ce qui s'est passé il y a quelques heures à la Maison-Blanche du dossier iranien vers le dossier de Gaza? C'est-à-dire, est-ce que Witkoff et Kushner, qui sont aussi très présents dans ce dossier, risquent d'avoir aussi le dernier mot? C'est-à-dire qu'Israël risque de se retrouver confronté à une sorte de pression américaine, le poussant par exemple à envisager de se retirer de la ligne jaune, même si le Hamas n'est pas encore désarmé? C'est un vrai danger, c'est un vrai écueil. Je ne sais pas si vous avez vu l'image aujourd'hui de Benjamin Netanyahou avec Marco Rubio, les deux avec un sourire plutôt crispé en train de signer le Conseil de la paix, la participation au Conseil de la paix. Ni l'un ni l'autre, parce qu'on sait que Marco Rubio est plutôt sur la ligne Netanyahou, n'était content d'être là, clairement. Donc je pense que le langage corporel était clair. Il y a évidemment aussi une vraie inquiétude du côté israélien, au global et pas uniquement Netanyahou, de se voir imposer des conditions. D'une certaine façon, Israël savait qu'il y avait ce risque lorsque l'accord avait été signé, lorsque le cessez-le-feu avait été signé, parce qu'on savait que les points 12, 13 de la gouvernance de Gaza, de désarmement ou pas du Hamas et de la participation éventuellement du Qatar et de la Turquie allaient mettre en péril la position israélienne. On en est là aujourd'hui et on revient encore au poids démesuré du Qatar, mais aussi de la Turquie. Et là-dessus, Israël effectivement est en danger. Ça a clairement été discuté aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est Donald Trump qui a les cartes en main, que ce soit sur Gaza ou sur l'Iran, et Netanyahou peut essayer d'accommoder, de faire évoluer un petit peu, mais pas de changer radicalement la position américaine. Eh ben, c'est bien, Sébastien Lévy, merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, quelques heures après la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Merci pour toutes ces explications qui ne sont pas particulièrement optimistes, on va dire, du point de vue israélien, mais en tout cas, on va voir ce que va nous réserver l'avenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée. Une fois de plus, une ligne rouge a été franchie en Israël. Sous couvert d'éthique, de morale et de grands principes, certains cherchent aujourd'hui à faire tomber le chef du Shin Bet. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'un de ses membres de sa famille est soupçonné d'avoir fait. Les faits d'abord. Selon l'acte d'accusation déposé jeudi devant le tribunal du district de Beersheva, le frère de David Zeni est soupçonné d'avoir participé à 3 opérations de contrebande de cigarettes vers la bande de Gaza.
Environ 14 cartons auraient été introduits illégalement dans l'enclave palestinienne pour un montant total de 365 000 shekels. Le parquet a demandé son placement en détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. L'infraction retenue est particulièrement lourde. Aide à l'ennemi en temps de guerre. Une qualification rare et d'autant plus grave dans le contexte sécuritaire actuel. Sur le plan judiciaire, les choses sont donc claires. Une enquête est en cours, la justice suit son chemin et elle devra aller jusqu'au bout. Mais très vite, le dossier a quitté le seul terrain judiciaire et dans le débat public, certaines voix ont commencé à réclamer la démission de David Zini en raison du lien familial qui l'unit au principal suspect. Une demande qui pose question. Depuis quand un responsable de la sécurité nationale est-il tenu pour responsable des actes d'un membre de sa famille ? Et surtout, existe-t-il le moindre élément laissant penser à une interférence institutionnelle ? Selon la presse israélienne, la réponse est non. Aucun signe de protection, aucune tentative d'entrave, bien au contraire. D'après les informations de la chaîne 12, lorsque David Zini a été informé par les enquêteurs que son frère était suspecté, sa consigne a été explicite, ne pas hésiter et agir avec toute la force nécessaire. Un élément qui a surpris certains de ses détracteurs. Ces derniers le décrivaient jusqu'ici comme un responsable guidé par des considérations idéologiques ou religieuses, un messianique qui suit les directives de son rave. Et il découvre aujourd'hui un chef des services de sécurité attaché au respect strict de la loi et du fonctionnement des institutions. Pour ses soutiens, les appels à sa démission relèvent moins d'une exigence éthique que d'un affrontement politique. Ils y voient une tentative de fragiliser un responsable sécuritaire à travers une affaire pénale dans laquelle il n'est pas impliqué. Ce dossier dépasse donc largement un nom. Il pose une question simple. Sommes-nous capables de distinguer nos opinions politiques des faits et de juger en réalité pour ce qu'elle est et non pour ce que l'on pense ou pour ce que l'on croit ? Quant à David Zini, une seule chose à dire, Kol HaKavod. Et nous allons bien entendu consacrer une partie importante, si ce n'est l'intégralité de cette revue de la presse, à la rencontre d'hier soir entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Les quotidiens israéliens reflètent ce matin à chaud une forme d'incertitude quant à l'issue de cette rencontre qui, comme le souligne le Israël Hayom et le Yediot Aharonot, s'est déroulée sous une chape de silence, un silence éloquent. Titre ce matin en manchette le Israël Hayom. Les deux journaux nous montrent l'une des deux seules photos diffusées à l'occasion de cette rencontre où l'on voit les deux leaders, Donald Trump et Binyamin Netanyahou, se serrer la main avec un Donald Trump qui conserve un regard sérieux, tandis que Binyamin Netanyahou, lui, est plus souriant. Et dans les quotidiens israéliens, le même message de Donald Trump: je reste déterminé à donner la priorité à la négociation, mais attention, si les Iraniens ne vont pas vers un accord, ils le regretteront. Le Yediot Aharonot rajoute en première page une petite pastille qui reflète cette incertitude dont nous parlions. Suspension ou manœuvre de diversion, se demande ce matin donc le grand quotidien israélien. Les quotidiens et les sites d'information insistent également ce matin sur cette absence de communication avant et après la rencontre. Pas de déclaration commune, pas de vidéo dans le bureau ovale, mais une rencontre qui a duré donc près de 3 heures. Et selon le Israël Hayom, une première conclusion prudente, en dépit de la volonté réaffirmée de Donald Trump d'accorder la priorité à la voie de la négociation, les chances de parvenir à un accord avec les Iraniens restent infimes. Et cela explique donc la déclaration d'un responsable israélien anonyme qui était aux côtés de Binyamin Netanyahou hier. Pendant 3 heures, nous étions dans un véritable conseil de guerre. Il faut également mentionner un autre poste du président Trump qui a déclaré « La dernière fois, les Iraniens n'ont pas voulu négocier, ils se sont pris, je cite, un marteau. Espérons qu'ils seront plus réalistes cette fois-ci ». Le site Ynet est plus clair et il affirme en première page ce matin, ou en page d'ouverture plus exactement, que toutes les options sont possibles dans le dossier iranien. Le site d'information souligne que Trump donne la priorité effectivement à la négociation, mais brandit également le bâton en rapprochant
Par exemple, un second porte-avions américain des côtes iraniennes. Le site Ynet explique que Netanyahou a détaillé les lignes rouges d'Israël durant cette rencontre avec le président Trump, et le site souligne que si les négociations devaient échouer, alors les Américains se lanceront dans une opération militaire d'une bien plus grande envergure qu'en juin dernier. Qu'écrivent à chaud les éditorialistes dans la presse israélienne et sur les sites d'information ce matin? Ariel Kahana, qui accompagne le Premier ministre israélien pour le Israël Hayom, semble plus persuadé qu'au bout du compte, une opération militaire américaine contre le régime iranien est incontournable. Selon lui, un accord entre les deux pays est quasiment impossible, surtout lorsque les Iraniens montrent des photos de généraux américains dans des cercueils, comme cela a été le cas hier à Téhéran lors des manifestations marquant le 47e anniversaire de la révolution islamique. Sima Shahin, elle est plus nuancée, elle parle des deux voix de l'Iran, mais aussi des deux voix du président Trump. D'un côté, l'Iran menace des bases américaines, mais de l'autre, l'Iran envoie Larijani pour négocier à Oman. Nadava Etzny, lui, tente de comprendre ce qui se cache derrière la visite précipitée de Benjamin Netanyahou à Washington. Selon lui, une réalité préoccupante pour Israël est en train de s'installer. Certes, l'administration Trump reste favorable à l'État d'Israël, mais elle est également prête à promouvoir des démarches qui risquent de coûter cher à l'État hébreu, comme par exemple un accord dangereux avec l'Iran ou même un conseil de la paix qui encadrera la bande de Gaza sans véritablement apporter de solution. Sur le site N12 de la chaîne de télévision 12, les analystes politiques et diplomatiques tentent de faire ressortir le message principal de cette rencontre presque secrète entre Netanyahou et Donald Trump. Pour Yaron Avraham, le mot le plus important du communiqué publié par Trump, c'est « Je suis déterminé ». Cela vient prouver que même Netanyahou n'a pas pu me convaincre d'abandonner la voie des pourparlers, écrit Yaron Avraham. Barak Rabin, lui, n'exclut pas l'hypothèse d'une mise en scène destinée à détourner l'attention alors que se préparait finalement une opération militaire contre l'Iran. Dana Weiss estime que Trump n'a pas encore pris de décision, d'où ce double langage du bâton et de la carotte qu'il utilise actuellement. Ohad Remo, lui, insiste sur les pressions dont Trump fait l'objet actuellement de la part de ses alliés arabes comme les Saoudiens qui ne veulent pas d'opération militaire contre Téhéran. Dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, Ariela Ringel-Hoffman en est encore à se demander qui a provoqué la rencontre d'hier à la Maison-Blanche. Pour elle, c'est une question cardinale car elle permet de répondre à une autre question. Qui de Trump ou de Netanyahou était le plus pressé de faire passer un véritable message à l'autre? Netanyahou qui redoute un accord entre les États-Unis et l'Iran, ou Donald Trump qui tente de promouvoir une démarche carrément diplomatique, mais elle admet que l'absence de déclaration commune ne signifie pas obligatoirement qu'il n'y a pas eu de décision importante à l'issue de cette rencontre. Ce qui est important pour elle, c'est qu'après 3 heures de discussion avec le président Trump, Netanyahou pourra affirmer qu'il a eu une occasion unique de tenter de l'influencer. On ne sait pas s'il aura réussi. Et puis les quotidiens israéliens se penchent aussi sur ce qui pourrait se passer dans la bande de Gaza dans le cadre de la seconde étape du plan Trump. Et si les journaux insistent également sur le compromis que les Américains pourraient accepter en tolérant un désarmement partiel du Hamas, désarmement de ces armes lourdes, mais pas des fusils automatiques des terroristes. Et les commentateurs rappellent, comme si cela était nécessaire, que les terroristes qui ont frappé le 7 octobre n'ont pas eu besoin d'armes lourdes pour commettre leur massacre contre la population israélienne. Et justement, ce terme de massacre du 7 octobre était hier au cœur d'un débat en commission parlementaire à la Knesset. En effet, dans cette commission, il était question de l'intitulé officiel de la catastrophe du 7 octobre, et il s'avère que le représentant du gouvernement qui participait à cette session a demandé à ce que le terme de massacre ne figure pas donc dans l'intitulé officiel, ce qui a fait bondir les représentants des familles endeuillées, des familles des victimes du 7 octobre, de cette terrible journée, qui ont vu dans cette intervention de ce représentant une volonté du gouvernement de minimiser l'ampleur de la catastrophe.
Et puis, comme nous le faisons chaque jeudi, nous allons terminer cette revue de la presse avec un survol de l'édition hebdomadaire d'Actu-J. Une édition qui, cette semaine, marque en première page et dans un dossier important le 20e anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi. 20 ans déjà, 20 ans après les illusions perdues, titre Actu-J en montrant la une de son propre journal, du journal d'actualité juive d'il y a 20 ans. Et l'on peut lire l'éditorial d'Alexis Lacroix sur ces 20 années de désillusion autour de l'antisémitisme en France. Et puis également dans Actu-J, un hommage à Eli El-Alouf, ancien député israélien, prix d'Israël pour son action à la tête de la fondation Rachi. Eli El-Alouf, inlassable défenseur des couches sociales défavorisées, un mensch au service d'Israël. Et puis enfin, également dans Actu-J cette semaine, un entretien avec le célèbre professeur Cyril Cohen sur Israël qui reste à la pointe de la recherche médicale internationale. C'est la fin de cette revue de la presse. Eh bien, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir dans notre studio Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir fait le déplacement de votre Sharon jusqu'ici à Jérusalem pour nous parler, mais c'est pour une bonne raison, pour nous parler donc bien entendu de ce livre, de votre livre Knesset 2026, comprendre la politique israélienne, qui sort ces jours-ci aux éditions Hermann. Alors d'abord Mazal Tov pour c'est un premier livre, c'est les Bikurim comme on dit en hébreu, le prémisse de votre talent, on va dire, on espère d'autres livres, mais en tout cas c'est le premier. Et je voudrais vous demander qu'est-ce qui a suscité ce besoin d'écrire un livre sur la politique israélienne aujourd'hui. Le 7 octobre. J'avais déjà certaines idées qui me préoccupaient avant. J'avais ma lecture de la politique israélienne qui commençait forcément à être ébauchée au cours des années. Mais pendant longtemps, le livre, j'ai voulu l'écrire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que pour moi, c'était... on était en Israël tellement occupés à se chamailler pour des raisons... politico, psychologico, moralo, émotionnello, etc., qui finalement sont résolvables à mon sens. Mais ça a pris une telle ampleur qu'on n'a rien vu de ce qui nous arrivait sous le nez à 1h30 d'ici, malheureusement, à la frontière de Gaza. Et pour moi, c'était presque un mea culpa, c'est-à-dire que j'avais l'impression, à ma toute petite échelle évidemment, mais de détenir certaines clés qui ferait peut-être comme une espèce de boîte à outils quand dans la famille ça va pas, ou dans le couple ça va pas, ou dans l'entreprise ça va pas. On fait parler les gens, on fait du relationnel. Et pour moi, la clé, elle est évidente qu'elle est là dans le discours politique israélien. Et ça, pour moi, c'est plus simple qu'il n'y paraît, en fait, qu'on arrête d'être dans l'impasse politique en Israël. Donc, le 7 octobre, pour moi, c'était un choc de... En fait, c'est très, très grave. Ça peut avoir des prix énormes. Et 1 mois et demi après, j'étais en train d'écrire le premier jet. Alors, c'est intéressant que vous dites que c'est le 7 octobre qui a provoqué ce besoin d'écrire, parce que lorsque l'on parle de la vie politique israélienne, on l'a compris, on l'a vu, elle s'était dégradée, la vie politique israélienne, avant le 7 octobre. On se souvient tous de ces 5 séries d'élections législatives avec une incapacité de parvenir à former un gouvernement stable. Déjà, là-bas, il y avait les prémices peut-être, on va dire, de ce malaise qui a aussi peut-être provoqué finalement ce besoin. Déjà, ma réflexion, elle existe depuis ce moment-là, mais quand je fais la comparaison avec le couple ou la famille, je pense que quand ça va pas à la maison et que les parents crient tous les soirs, le prix que ça a de la mésentente, il est évident. Tout le monde souffre et on veut faire en sorte que ça va mieux parce qu'on se rend bien compte que tout le monde est malheureux. Et c'est pareil un peu partout. Et je pense que la politique, c'est un des rares endroits, si vous voulez, où on peut se permettre pendant très longtemps d'être complètement dysfonctionnel sans en percevoir le prix. En se disant, ça n'a pas de conséquences, on s'engueule sur les réseaux, voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les gens pensent que c'est OK d'en arriver là, politiquement parlant, et que c'est justifié, et chacun voit midi à sa porte, et chacun se sent très dans son bon droit. Et le 7 octobre, ça explose, c'est le foyer qui explose pour moi. C'était déjà le cas en 2023 avant. Il y avait des gens qui étaient en train de faire des cartes de sécession, rappelez-vous. C'était le divorce, on était à 2 doigts du divorce. Et donc, oui, moi
Moi aussi, je suis enfant de divorcé et j'avais un peu cette impression-là de voir mes parents se crier au-dessus de ma tête et de dire il faut absolument résoudre ce problème. Asseoir tout le monde sur le fauteuil du psychanalyste et on y va, quoi. Alors, pour asseoir tout le monde sur le fauteuil du psychanalyste et pour essayer de retrouver ces clés dont vous parliez, vous revenez jusqu'aux accords d'Oslo, jusqu'à Yitzhak Rabin. Pourquoi ? Alors, je me sers d'une grille de lecture qui est celle de Jonathan Haidt, qui est un psychologue américain, qui en ce moment est plus connu pour son travail sur les réseaux et sur les écrans. Il est connu aussi en France, il a écrit La génération anxieuse. Mais juste avant ça, au début des années 2010, il a écrit un livre qui a été traduit en hébreu et en anglais, mais pas en français, d'accord ? Et qui parle de pourquoi les gens ne se comprennent pas quand ils ont des points de vue politiques différents. Et il explique en fait que ça a à voir avec un système de valeurs, d'accord ? Et que ce système de valeurs, il naît à la fois de la culture dont on vient, ça c'est évident. En Israël, on a des groupes identitaires très forts qui vont créer notre idéologie, mais aussi de la personnalité de chacun, de la façon qu'on a de percevoir le monde, et en particulier de à quel point on considère le monde comme menaçant. Est-ce qu'il faut se protéger, se préserver, ou est-ce qu'il faut au contraire, le monde est un terrain de jeu optimiste et on peut faire la révolution, etc. Et donc je montre en fait comment déjà ces deux tendances, elles existent. Je mets en opposition Benjamin Netanyahou et Yair Lapid comme deux symboles de Benjamin Netanyahou qui représente vraiment le destin tragique juif, d'accord, qui parle du destin juif. Il se présente comme le gardien d'Israël. C'est quelque chose qui revient dans ses discours, qui a été formé par son père historien, évidemment. Et son père historien dira des années avant le 7 octobre, on est encore en 1938, la Shoah continue tout le temps. Donc c'est l'atmosphère dans laquelle Benjamin Netanyahou a grandi. Et en face, on a la gauche israélienne, qui est une gauche optimiste, qui est une gauche utopiste, qui est venue créer un monde idéal ici en Israël, qui a été animé par une ferveur révolutionnaire. On peut tout faire, on peut revivifier l'hébreu, on peut assécher les marécages. Il y a un optimisme. Et aujourd'hui, à mon sens, le représentant de ça, c'est Yair Lapid, dans le sens où c'est quelqu'un qui est optimiste. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a plutôt tendance à dire que la gauche aujourd'hui, elle est défaitiste, alors que, on va dire, la droite, elle est souvent croyante, elle a une sorte de foi en un Israël idéal qui aboutira finalement au bout du compte avec la résilience du peuple. Alors, il y a en fait la droite religieuse, les sionistes religieux, qui a repris le flambeau du sionisme, qui a repris, mais parce que là, Herzl, c'est qui a repris l'optimisme des pères fondateurs, on va dire. Les premiers, ouais. Herzl, c'est un révolutionnaire. Si vous ne le croyez, ce n'est pas un rêve. Ouais. Aujourd'hui, le sionisme religieux, si vous le croyez, le grand Israël ne sera pas un rêve. Effectivement, la gauche est sur la défensive aujourd'hui. C'est très intéressant ce passage de valeurs. Mais je montre comme les grandes valeurs fondatrices de chaque camp et ensuite comment chaque camp a un événement dans l'histoire récente qui va créer un trauma chez lui. Et donc, effectivement, on a l'assassinat d'Yitzhak Rabin pour la gauche, on a le désengagement pour le sionisme religieux et on a les années Oslo pour la droite traditionnaliste, en fait, qui avait l'impression de crier dans le désert et que personne ne l'entendait. Et ensuite, évidemment, on a la communauté arabe israélienne qui est elle aussi très divisée dans je vis dans un État, mais est-ce que j'y suis complètement loyale, où se trouve mon identité, et les orthodoxes qui, eux, sont aussi dans une ambivalence très grande par rapport à l'État. Et donc, je montre comment chacune de ces communautés-là ne se comprennent pas et chacune, en fait, parle de valeurs différentes et a l'impression, si vous voulez, la gauche dit c'est nous qui avons fondé l'État d'Israël, c'est nous qui faisons aujourd'hui la Startup Nation, etc., etc. Et notre sacrifice n'est pas apprécié à sa juste valeur par les autres communautés. Et chacun dit ça, en fait. Les orthodoxes disent nous nous sacrifions pour la Torah et vous n'appréciez pas. Et les sionistes religieux, nous nous sacrifions pour la terre d'Israël et vous n'appréciez pas ce que nous faisons. Et les Arabes israéliens, on vous donne notre loyauté de citoyen alors que c'est très compliqué pour nous, vous voyez. Donc en fait, chacun... Ça nous ramène au fameux discours de Reuven Rivlin, l'ancien président de l'État d'Israël, sur les 4 tribus, un discours qu'il avait prononcé en 2015, qui avait été marquant et qui avait marqué, on doit dire, la société israélienne. Et il disait que plus ou moins chacune de ces tribus avait environ entre 20 et 25% de représentation dans la vie de l'État d'Israël, et puis qu'ils étaient incapables de dialoguer. C'est précisément ça, et ce que je trouve d'autant plus fascinant, c'est qu'en réalité, si vous voulez, vous l'avez mieux connu que moi, pendant les années Oslo, pendant qu'il y avait une profonde division dans la société israélienne sur que faut-il faire face au conflit israélo-palestinien, à la limite, le conflit, si vous voulez, il était idéologique, il était concret, il y avait matière. Aujourd'hui, la grande majorité de la société israélienne est d'accord
à peu près sur tout. Oui. Ce n'est plus un État socialiste, c'est un État capitaliste. Ce n'est plus... personne ne croit vraiment à la solution à 2 États, mis à part quelques mandats à la gauche de la gauche, mais c'est une toute petite minorité. Donc en réalité, les grands conflits idéologiques ont disparu. Et c'est pour ça que je dis, c'est encore plus dingue. On est en train, de ressasser le passé, plutôt que d'être d'accord sur le présent et l'avenir. Alors, vous parlez du tournant du 7 octobre, comme véritablement de ce traumatisme qui a provoqué, on va dire, votre besoin d'écrire. Mais justement, les premiers mois après le 7 octobre ont été des mois d'unité nationale. Comment on n'a pas pu saisir cette opportunité de retrouver ce dialogue alors que, par exemple, il y avait des centaines de milliers de soldats réservistes qui étaient à l'armée, de gauche, de droite, du centre, et qui combattaient ensemble, côte à côte. Pourquoi on n'a pas su saisir cette opportunité et que l'on est très rapidement, on va dire au bout d'1 an, retombé dans le même travers. Dans le même travers, oui. Ouais, c'est Micha Goodman, il y a beaucoup cru. Oui, il a fait un livre en disant le 8e jour, ce sera les gens qui ont passé du temps ensemble dans les chars. Oui. Voilà. Oui, moi, j'ai tendance à comparer ça à, si je reviens à ma métaphore du couple qui se dispute, c'est un peu comme le couple qui se jure de ne plus jamais se disputer devant les enfants. Ok, c'est parce qu'il a été choqué par un événement, parce qu'il a vu l'enfant pleurer, etc. Oui, il y avait cette envie d'être tous ensemble et il y avait une communion très importante dans la société israélienne, mais on n'a rien résolu. On ne peut pas faire ça y est, maintenant, on ne parle plus du tout de ce qui nous divise, parce que ce qui nous divise, c'est le 6 octobre, mais ça s'appelle un peu balayer le problème sous la table. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne comprend pas qu'on est chacun en train de défendre des valeurs différentes, qu'on porte chacun nos blessures qui ne sont pas entendues par l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui dans un conflit dans la société israélienne, à savoir qui a provoqué l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Est-ce que c'est la faute de la gauche? Est-ce que c'est la faute de la droite? Et en fait, chacun est en train de ressasser ses souffrances du passé, sans possibilité finalement d'arriver à une résolution et de comprendre en fait qu'il y a de la souffrance des deux côtés et que on peut avancer différemment. Ce ne sera jamais l'union. C'est aussi ça, je pense, le problème. C'est très juif. C'est-à-dire que soit on est dans le conflit extrême, soit on est dans l'union extrême. Et on a beaucoup de mal à se dire que oui, on a des différences entre nous. On ne sera jamais exactement pareil. Mais on peut trouver des moyens de le faire vivre, ce conflit, plutôt que qu'il nous immobilise, en fait. Alors, au cours de ces dernières minutes où vous nous expliquez votre livre, on comprend que c'est pas un guide pour mieux comprendre la politique israélienne, on va dire les dédales de la politique israélienne, quel parti qui est de ce parti et qu'est-ce qu'il représente, ou comment on vote dans l'État d'Israël, mais il y a une dimension sociologique extrêmement importante. Oui, alors il y a quand même une annexe pour le lecteur non informé, pour lui expliquer ce que sont les différents partis et quelle est leur histoire. C'est quand même destiné pas uniquement à des franco-israéliens ou à des gens qui connaissent déjà la politique. Et justement, pour moi, ça m'intéresse en fait même d'aller à la rencontre du public français et de leur dire, vous avez une version extrêmement réductrice de ça dans la presse francophone. Je vous raconte les coulisses finalement de nos conflits, d'accord? Oui, moi je cite des chansons, de la culture israélienne, je cite des extraits de journaux. Pour moi, mais finalement la politique c'est ça, c'est pas des étiquettes et c'est pas c'est la vie des gens. Et en Israël, encore plus, c'est l'identité des gens qui s'expriment à travers le vote. Alors finalement, au bout du compte, le lecteur qui va consulter votre livre, qu'est-ce qu'il va découvrir à la fin? Quelles sont justement les clés? Quelles sont les conclusions qu'il peut tirer? Pour moi, la première étape, le plus important finalement, c'est que chacun arrive un tout petit peu à penser contre lui-même et à dire, même si je comprends les valeurs du camp d'en face. Je les adopte pas forcément, mais je les comprends. Je suis capable de me mettre à sa place. Je suis capable de voir le monde comme il le voit. Parce que je trouve qu'une fois qu'on a ça, après, on parle de solutions. Et finalement, ce que chacun veut, c'est être respecté dans ses valeurs, dans son idéal et dans ce qu'il apporte à ce qu'on appelle l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. On a du mépris, on a du rejet, on a un dialogue de sourds. Pour moi, si chacun arrive un tout petit peu à déjà écouter l'autre côté, sans fermer les oreilles, c'est déjà un très bon début. Alors, peut-être une dernière ou avant-dernière question. On entre en année électorale. Alors... on voit dans les sondages, on voit qu'il y a près d'un quart de la population israélienne qui est indécise concernant son vote. Est-ce que, par exemple, en prenant votre livre,
cela peut contribuer à mieux savoir pour qui voter ? Oui, parce que je pense en réalité qu'aujourd'hui, alors pour le coup, j'ai emprunté une idée à Micha Goodman qui, lui, va parler du camp des hybrides. Oui. Qui dit qu'on dit souvent qu'Israël est divisé en deux, mais que c'est pas vrai, Israël est divisé en trois. C'est qu'on a des extrêmes de chaque côté. Et au milieu, on a près de la moitié de la Knesset, en fait, qui sont d'accord sur à peu près tout, ou avec des nuances, qui ont les mêmes valeurs, qui est le grand mainstream israélien. D'accord ? Et en fait, ces gens-là se font un peu prendre en otage. Cette expression, elle est malvenue en Israël maintenant, mais bon, par les extrêmes. Alors qu'en fait, ils sont à la fois patriotes, très patriotes, capables de sacrifier beaucoup pour leur pays, et à la fois soucieux des libertés individuelles, chacun dans son interprétation, d'accord ? Et donc en fait, ces gens-là ont beaucoup de mal à se retrouver. Mais c'est eux la majorité aujourd'hui en Israël. Toute la question, c'est est-ce que, il y a des partis qui sont capables de les représenter suffisamment, c'est-à-dire de parler aux ceux qui sont un peu plus patriotes tout en étant soucieux, ou dans l'autre sens, un peu plus soucieux des libertés individuelles tout en étant patriote. Ou est-ce qu'il va y avoir un nouveau parti qui va peut-être jaillir de cette unité qui s'est manifestée sur le champ de bataille ? Bon, alors on a eu beaucoup de tentatives, d'initiatives, et ça vient aussi des familles d'otages, des familles endeuillées, etc., que ça existe déjà. Je pense pas que pour l'instant on ait quelque chose d'absolument nouveau et de très attrayant pour l'instant pour les électeurs. Peut-être que ça va prendre encore une autre année électorale. Mais comme il avait fallu à l'époque 3 ou 4 ans après les Yom Kippour. Exactement. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des Israéliens sont d'accord. En fait, il n'y a plus de conflit idéologique majeur. On est uniquement dans le conflit sociologique. Donc à partir du moment où les gens sont capables de se dire « ça ne m'intéresse pas tellement si tu fais le kidouche chez toi le vendredi ou pas, ou si ta kippa elle est sur la tête ou dans la poche, ou si elle est transparente, etc. Ça m'intéresse les grandes lignes qu'on a en commun. » Et ça, en fait, encore une fois, c'est la majorité des Israéliens aujourd'hui. Alors, ce livre, il est sorti en France et en Israël. Alors, où on peut le trouver ? Alors, il sort en France le 25 février, donc presque. Oui, presque. Il est disponible en précommande sur toutes les plateformes qu'on n'a pas besoin de citer. Et en Israël, c'est soit auprès de moi directement, soit à la librairie du Foyer pour l'instant à Tel Aviv. Eh bien, Myriam Shermer, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir présenté avec tant d'enthousiasme ce livre, ce premier livre sur la Knesset 2026, en perspective donc de ces élections, mieux comprendre la politique israélienne. Merci Myriam, bonne continuation et bonne chance dans la concrétisation, on va dire, de ce livre. Merci Daniel. Eh bien voilà, nous sommes comme chaque jeudi avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous, fidèle au poste, pour tenter de faire ce lien que nous tentons de réaliser depuis quasiment le début du livre de Bereshit entre la paracha et l'actualité. Et il faut bien avouer qu'après les parachutes du récit du début de la sortie d'Égypte, du Matan Torah, du don de la Torah la semaine dernière, on va rentrer, on va dire, dans les détails, on va rentrer dans les lois, les mishpatim, et c'est beaucoup plus difficile de trouver un lien entre la paracha de la semaine, qui est effectivement très chargée de lois, et la réalité israélienne. Alors, est-ce que le simple fait de parler de loi, parce que c'est aujourd'hui aussi un sujet qui préoccupe beaucoup d'Israéliens, c'est suffisant pour faire un lien, ou vous avez trouvé un lien qui est plus approprié ? Oui, j'ai trouvé un lien qui est tout à fait approprié, qui est effectivement en fait étonnant, puisqu'on se trouve dans la paracha Mishpatim, qui veut dire de toute façon les lois Mishpatim. C'est une paracha qui composé pratiquement d'une nomenclature de lois civiles, et notamment orientée vers les questions de dommages causés à autrui, des réparations de ces dommages, et de l'exigence de justice qui parcourt toute la Torah, mais en particulier cette paracha, exigence de justice, qui est très liée avec aussi l'impératif de protéger les faibles, les défavorisés, l'étranger. Et c'est très typiquement la thématique, je dirais, de la Torah, qui apparaît dans cette paracha Mishpatim, qui est au fond tournée vers, au fond on pourrait résumer d'un seul mot, disant finalement, toutes ces lois visent à faire en sorte que dans la société,
ne règne pas la loi du plus fort. Voilà. C'est le but de la justice. Mais au détour de tous cet énoncé de lois qui vont dans le même sens, on trouve un verset qui peut paraître surprenant, Paradoxal. qui est très très court, qui peut composer de 3 mots, et qui dit ceci en hébreu: Vedal lotédar berivo. Ça veut dire, et le pauvre, tu ne le glorifieras pas ou tu ne le favoriseras pas dans son différend. Donc là, on met en garde contre le favoritisme qui pourrait tenter le juge de favoriser le pauvre parce qu'il est pauvre. Mhm. Et donc là, on se dit, il y a là une prescription qui est une prescription qui nous projette dans l'actualité mondiale, dans l'actualité très particulièrement de la société occidentale, où on se trouve de plus en plus dans une société où il y a une crise de la justice. Il y a une crise de la justice parce que la justice et l'opinion publique, je dirais d'une manière générale, est tentée de ne plus voir la justice dans son objectivité, mais la justice de manière subjective. Je dirais, au fond, il ne s'agit plus d'abolir la loi du plus fort, il s'agit de remplacer, si je puis dire, la loi du plus fort par la loi du plus faible. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, il suffit de se présenter comme une victime pour avoir le droit de commettre toutes sortes d'exactions et d'en être innocenté. On le voit dans la société où des délinquants, parce ils appartiennent à des classes défavorisées, parce qu'ils sont des émigrés, ne sont pas condamnés. On le voit dans le monde politique d'une manière générale, dans la manière dont l'opinion publique juge des conflits. Le conflit d'ailleurs israélo-palestinien lui-même, l'opinion publique de plus en plus se fonde sur l'idée qu'il y a un opprimé et un oppresseur, l'opprimé étant celui qui se présente comme le peuple palestinien et l'oppresseur étant Israël. Et à partir de là, tous les actes terroristes commis par le Hamas notamment sont, dans une partie de plus en plus importante des opinions publiques occidentales, considérés comme finalement pouvant bénéficier d'une compassion, d'une compréhension. Et je dirais, on innocente ce qui est manifestement coupable, justement parce que on le considère comme pauvre et comme défavorisé. Alors, c'est très intéressant comme sujet, effectivement, et ça peut toucher aussi aux problèmes que l'on a aujourd'hui dans le monde de la justice en Israël. Je me souviens, par exemple, du simple fait que il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il était question de créer cette fameuse barrière de sécurité vers la fin de la seconde intifada, eh bien, l'armée israélienne avait déterminé le tracé de cette frontière, de cette barrière sur des champs de Palestiniens, et les Palestiniens avaient déposé des recours devant la Cour suprême, et plus d'une fois, on avait eu ce sentiment que parce qu'ils étaient on va dire victimes, parce qu'ils étaient apparemment faibles par rapport à l'armée israélienne, eh bien, la justice leur donnait raison. Mais finalement, qu'est-ce que la Torah a voulu nous enseigner? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner? Quel est le message qu'elle veut nous faire passer à travers ce petit verset? Elle veut nous faire passer le message que la justice ne doit pas être mélangée avec la compassion, d'autant que très souvent, quand la justice est pervertie par ce mélange avec la compassion, la tentation est grande de se faire passer
pour un opprimé, de manière à bénéficier des faveurs de la justice. Donc, nos sages nous racontent que le roi David lui-même, qui était aussi un juge, qui avait eu l'occasion de juger, tenait compte de ce verset. Et lorsque un pauvre se présentait devant lui et que, de manière patente, il était coupable, il le condamnait. Mais ça ne l'empêchait pas, par ailleurs, à titre personnel, de l'aider, ce pauvre-là, mais en dehors du tribunal, en dehors de la justice. La justice doit être une justice parfaitement impartiale. Elle ne doit pas tenir compte, je dirais, des situations, et tenir compte des situations de plus ou moins de pauvres, de défavorisés. Elle doit juger sur des faits, elle doit juger et elle doit se prononcer de manière totalement objective. Aujourd'hui, il y a, et Israël n'échappe pas à ça, une tendance chez les juges de mélanger la justice et les droits de l'homme et la compassion. Ce sont deux choses complètement différentes. Ce sont complètement différentes. Il faut que la justice reste absolument au-dessus de cette tendance tout à fait naturelle d'avoir de la compassion. La Torah nous demande d'avoir de la compassion, mais elle nous demande aussi de protéger la justice de la subjectivité et de la perversion de la justice. Donc ce verset nous dit, attention, la loi du plus fort, il faut la bannir, naturellement, mais il ne faut pas la remplacer par la loi du plus faible, parce que la loi du plus fort est une perversion grave sur le plan moral, et la loi du plus faible est aussi une perversion grave sur le plan moral. Alors, c'est extrêmement intéressant, mais ça me permet de rebondir sur, on va dire, un élargissement du sujet, parce qu'on parle de Mishpatim, c'est vraiment la première paracha où il y a, on va dire, une véritable palette de lois sociales. La question que je voudrais vous poser, c'est finalement, puisqu'on essaie de calquer cela à la réalité israélienne, pourquoi finalement aujourd'hui la justice israélienne, elle repose encore, on va dire, en partie sur le droit ottoman, en partie sur le droit britannique, et qu'on a tellement de difficultés apparemment à la faire reposer sur le droit hébraïque, ce qu'on appelle le Mishpat Ivri, qui est, on va dire, le codex qui tire sa force de ces parachiotes de la Torah, comme Mishpatim. Je pense que ça vient simplement, me semble-t-il, de la formation des juges. Je pense qu'il est tout à fait, évidemment, le fonctionnement de la démocratie israélienne, qui s'insère, je dirais, dans un ensemble qui est le monde occidental, doit tenir compte, je dirais, de l'ensemble des législations, qui d'ailleurs des législations qui sont compatibles avec la Torah. Mais je pense que dans la formation des juges, les juges israéliens seraient tout à fait bien inspirés, les écoles de juges israéliens seraient tout à fait bien inspirées d'introduire des éléments de la loi hébraïque. Par exemple, ce verset-là, on dit long, je dirais, nous éclaire sur une perversion de la justice qui est parfaitement actuelle et à laquelle certains juges israéliens tombent, dans laquelle certains juges israéliens tombent, comme vous l'avez cité vous-même. Donc, il y a dans la dérive actuelle de la justice qui touche tout le monde occidental un très grand danger, parce que des forces qui sont des forces très négatives par rapport à cette civilisation utilisent cette faiblesse de la justice et cette perversion de la justice pour miner les sociétés occidentales. Donc, il y a là un véritable problème très, très, très profond et très grave. Eh bien, c'est extrêmement intéressant d'avoir réussi à faire ce lien cette semaine à travers cette paracha et en particulier donc ce verset. Merci beaucoup David Saada d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir réussi à faire ce lien à l'occasion de la paracha de Mishpatim qui nous projette, on va dire, vers on va dire une pléiade de lois et un peu plus loin bientôt dans les parachutes qui nous
de préparation du Mishkan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et Shabbat Shalom, David. Shabbat Shalom.